Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition, cette soirée du mardi 13 février 2024. Tout de suite, on les détails des informations de ce jour. Aujourd'hui, le deuxième jour du sommet mondial des gouvernements, le président Andry Rajoelina a pris parole ce jour et il a souligné les efforts déployés par Madagascar au cours de ces 5 dernières années ainsi que les défis pour l'avenir. Le voyage à Dubaï a été un succès. En effet, l'accord de coopération visant à améliorer la qualité de l'éducation grâce à la digitalisation a été signé aujourd'hui. Reportage de Judika Ranjanirin et Ant Razajabi. La participation de Madagascar au sommet mondial des gouvernements 2024 a été déjà fructueuse. L'objectif du président Andry Rajoelina, qui conduisait la délégation malgache à Dubaï, a été atteint. Établir une coopération pour la mise en œuvre des 3 principaux piliers du développement, à commencer par le secteur de l'éducation. C'est avec satisfaction que nous venons concrétiser des projets de coopération avec les Émirats arabes unis dans le domaine de la digitalisation à travers le Digital School et Coders Initiative qui formeront plus d'1 million de jeunes sur les nouvelles technologies. Étant donné que les jeunes malagasy sont talentueux et maîtrisent ces outils, ces programmes favoriseront les accès au marché du travail. Avec les Émirats arabes unis, nous avons la confiance d'avoir un partenaire avec un savoir-faire de qualité et des expériences pour accompagner Madagascar vers le développement rapide et durable. L'avenir se résume en la préparation de nos générations futures à affronter les défis avec des armes technologiques innovantes qui forgeront le monde de demain. L'espoir de toute une génération repose entre nos mains, nous les leaders d'aujourd'hui. Notre devoir est de les accompagner pour un avenir meilleur. Lors de son discours, tous les participants ont pu constater les efforts déployés par Madagascar au cours de ces 5 dernières années. En effet, dans le domaine de l'éducation, 2 millions d'enfants ont été scolarisés grâce à la construction de plus de 4000 salles de classe. Dans le domaine de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'installation de 60 centrales solaires d'ici 2024. Il a également souligné lors de son discours que le projet Azavanawano, d'un montant total de 960 millions de dollars en 5 ans, fournit de l'électricité à 4 millions de foyers et réduit leurs dépenses mensuelles. Chacun a le droit fondamental de bénéficier de services de santé décents, a déclaré le président Andry Rajoelina. Madagascar a mis en œuvre des changements structurels majeurs au cours des 5 dernières années. 30 hôpitaux ont été créés et 110 CSB. Les jeunes, qui représentent 75% de la population malagasy, ne doivent pas être un fardeau pour le pays, mais un facteur de développement. Et c'est la raison pour laquelle la formation professionnelle est l'un des domaines auxquels Madagascar accorde une importance particulière, a déclaré le président de la République. Le plus grand défi de Madagascar est de redevenir grenier de l'océan Indien en matière de production de riz. C'est pourquoi plus de 200 000 cartes foncières ont été distribuées pour augmenter la surface des terres arables jusqu'à 100 000 hectares et 36% des ménages malagasy ont déjà bénéficié et reçu des cartes foncières. Le prochain projet sera la création d'une usine pour produire de l'engrais et fournir des semences pour améliorer les cultures afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Cela fait maintenant 5 ans que Madagascar travaille à la réalisation de tous ces défis et cela a été présenté au sommet de Dubaï parce qu'il s'agit d'une grande plateforme pour discuter de futures coopérations. Le monde est en pleine mutation avec les avancées technologiques. Il convient à chaque pays de valoriser ses atouts pour harmoniser un développement durable. En ce qui concerne Madagascar, la plus grande île du continent africain avec ses 5000 km de côte, se positionne comme un pont entre l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et toute la région Indienne-Océanie, car il faut savoir que nous abritons aujourd'hui 5% de la biodiversité mondiale. La richesse du pays ne demande qu'à être exploitée pour atteindre le développement tant attendu depuis des décennies. Les dirigeants actuels apportent les changements pour construire l'avenir et le développement, a déclaré le président Andry Rajoelina. Lorsque vous avez une vision et que vous travaillez dur, vous pouvez réaliser tous vos rêves et vos objectifs. Dubaï en est l'exemple concret, un désert auparavant, mais est devenu une grande ville développée et économique et le lieu de rencontre du monde lors de ce 11e sommet mondial des gouvernements.
Page politique pour continuer. L'arrêtage définitif de la révision annuelle de la liste électorale sera le 15 mai prochain. Ainsi, les bureaux de Faucontin dans toute l'île sont encore ouverts jusqu'à jeudi pour tous ceux qui veulent encore s'inscrire, notamment ceux qui viennent d'avoir 18 ans et ceux qui ont changé de domicile et qui n'ont pas été inscrits sur la liste électorale lors de la refonte totale de la liste électorale. C'est Nranirland, nous en dit plus. La liste électorale sera arrêtée provisoirement le 15 février prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, tandis que l'arrêtage définitif ne va intervenir qu'à la mi-mai. Les personnes qui doivent s'inscrire sont ceux qui viennent d'atteindre leur majorité, ceux qui ont obtenu récemment leur carte d'identité nationale, ceux qui ont changé de lieu de résidence récemment, ainsi que ceux qui ont été omises lors de la dernière refonte totale de la liste électorale. La révision annuelle de la liste électorale à Madagascar va bon train, avec une augmentation notable du nombre d'électeurs inscrits. En effet, le nombre de citoyens venus s'inscrire a augmenté de 3,42%, soit 11 243 836 lors de cette râle 2023-2024, alors que la vision fixée par la CENI était de 2,50%. La liste électorale sera envoyée vers la commission électorale du district jusqu'au 16 février. En économie, les investisseurs étrangers œuvrant dans le ciment croient en l'investissement à Madagascar et à l'avenir du pays. De plus, le ciment est un secteur que les investisseurs étrangers considèrent comme encore ouvert et dont les besoins sont essentiels à Madagascar. Il a été officiellement annoncé aujourd'hui à Mbudvoun qu'une société étrangère a racheté l'entreprise de production de ciment Cementis. Mervoulas Ferran et Braz Denilson. La société russe Gamma Civic Ltd et la société indienne Chemindo Gemilong sont des nouveaux investisseurs étrangers qui veulent investir à Madagascar. Ces sociétés rachètent Cementis, une société déjà présente à Madagascar, et choisissent d'y investir. Cementis devient Alpha Cement SA désormais, et elles ont déjà travaillé dans plusieurs pays, et l'une des raisons pour lesquelles elles ont choisi d'investir à Madagascar est leur confiance dans l'environnement des affaires ici et leur confiance dans l'avenir économique de Madagascar. Je dois vous annoncer que ça fait plus de 25 ans qu'on cherche à investir à Madagascar. Déjà, il y a 25 ans, on avait voulu racheter la carrière au PK7 d'Antananarive. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, 25 ans et je suis encore là. C'est parce que j'y crois vraiment en Madagascar. Je crois énormément dans le potentiel de Madagascar. Je crois énormément à Madagascar et je crois énormément dans le peuple de Madagascar. C'est pour ça que je viens à Madagascar. Le secteur de l'industrie du ciment, qui, selon les investisseurs étrangers, est encore ouvert car le ciment est un produit dont on a besoin toute l'année. Madagascar dispose également des matières premières nécessaires à la fabrication du ciment. D'un autre côté, c'est l'un des domaines qui peuvent encore être exploités pour le développement économique du pays, ont-ils déclaré. Le ciment, comme vous savez, c'est une commodité essentielle. Quoi qu'il arrive, comme on doit manger, on doit construire. Donc, je crois que, irrespectif d'un gouvernement ou d'une position économique, je crois que la croissance du ciment à Madagascar va continuer à être, parce que c'est le souhait de tout un chacun de construire sa maison et j'espère pouvoir contribuer dans cette envie de tout le monde de construire. Et quoi qu'il arrive, j'espère pouvoir participer dans le projet de ce peuple malgache qui veut avoir un toit sur sa tête. Les dirigeants espèrent implanter l'industrie du ciment dans notre pays d'ici 2 ou 3 mois. Cela comprend également l'introduction de travailleurs qui donneront un élan à l'économie nationale. Selon les statistiques, Madagascar importe environ 800 000 tonnes de ciment par an. Environ 1 million de tonnes de ciment devraient être produites par cette entreprise au début pour répondre à la demande du marché intérieur et éviter les importations, et elles envisagent également d'exporter du ciment.
Toujours dans ce même contexte, les produits mellifères de Manzakandjin auront leur place dans le milieu de l'industrie à partir de maintenant, à travers la nouvelle unité de production mise en place par l'État. En fin de semaine, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce a inauguré l'entreprise qui se chargera de la production de miel à Sambain à Manzakandjin à travers le projet pépinière industrielle. Cette entreprise produira du miel et des produits dérivés de celle-ci jusqu'à 100 kg par heure. Nateraktumav sur les images de Nzar Radjiansou. L'apiculture est l'un des bénéficiaires du projet de pépinière industrielle à Manzakandjin. Les produits vendent des apiculteurs aux entrepreneurs et le gouvernement les valorise en soutenant des projets comme celui-ci à travers la mise en place de ces unités de production. Pour les apiculteurs, le soutien du gouvernement est la clé du développement à long terme du secteur apicole. La société Ilou a remporté l'appel d'offres du gouvernement pour l'exploitation de l'unité de production de traitement de miel. Cette entreprise réceptionne le miel de ses éleveurs. Les produits mellifères augmenteront en termes de quantité, de valeur, mais aussi de qualité, et il sera également possible de créer d'autres produits en dehors de la production de miel, soit des produits dérivés comme les cires d'abeilles, les bougies ou des produits cosmétiques selon les informations. L'unité produira jusqu'à 100 kg par heure. Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce a souligné qu'il y avait un besoin de coopération et d'assistance mutuelle pour développer le projet de pépinière industrielle. Il y a la garantie que les agriculteurs ne périclitent pas, notamment qu'ils ne vendent pas à perte, que les entreprises auront des bénéfices à travers des produits transformés, mais surtout des taxes dont le gouvernement a besoin en premier lieu pour assurer le développement. Samedi dernier, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce a inauguré officiellement l'entreprise de transformation de miel à Sambain, Manzakandjin. En tourisme, plus de 500 millions d'euros de recettes en devises ont été enregistrés par ce secteur pour l'année 2023. Et pour cette année 2024, il est espéré que cette recette augmentera davantage grâce à l'application des 3 principales stratégies initiées par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Fajesene Mireille et Ruth Christelle Rakout-Malal. En termes de recettes, le secteur du tourisme a généré plus de 534 millions d'euros au trésor public pour l'année 2023. 259 850 touristes internationaux ont également visité Madagascar et 20 magazines internationaux ont parlé de Madagascar. Pour cette année, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat se concentrera sur la mise en œuvre des 3 stratégies principales de promotion du tourisme, notamment la promotion de l'investissement, la promotion de la destination et le renforcement de capacités et amélioration de l'environnement du secteur. L'amélioration du secteur générera des bénéfices, notamment l'augmentation des emplois à Madagascar. Dans un tout autre sujet, la Journée mondiale de la radio est célébrée le 13 février de chaque année. Le thème de la Journée mondiale de la radio pour cette année met en lumière le passé remarquable, le présent pertinent et la promesse d'un avenir dynamique de la radio. Une émission spéciale à laquelle toutes les radios se sont jointes, à commencer par la radio nationale malagasy RNM, où des animateurs de différentes stations ont interagi, a eu lieu ce jour. Mervoulat Sferan et Braz Benlissan. La radio, en tant que technologie, science, moyen de communication et système de programmation d'éléments audio, remonte aux années 1800, mais elle nous est parvenue qu'en 1931 à travers la radio Tananarive qui a diffusé sa première émission le 29 avril 1931. Selon les statistiques publiées par le ministère de la Communication et de la Culture, il existe plus de 500 stations de radio à Madagascar. Le travail à la radio n'est pas un travail facile, surtout le journalisme radio. C'est un avantage pour la radio d'être plus proche du public et de diffuser l'information quasiment en direct ou le plus tôt possible. Par ailleurs, la radio reste le moyen de communication le plus accessible et le plus étendu pour informer, éduquer et divertir tous les secteurs de la société depuis déjà de nombreuses années. Madagascar a également célébré cette journée mondiale de la radio à travers une émission spéciale pour toutes les radios, à commencer par la radio nationale malagasy. La radio nationale et les animateurs de différentes stations de radio se sont réunis à cette occasion et il y a eu également différents débats sur le rôle de la radio dans la communauté à l'ère des technologies de communication. Le thème de la Journée mondiale de la radio pour cette année met en lumière le passé remarquable, le présent pertinent et la promesse d'un avenir dynamique de la radio.
Page fait divers pour continuer. L'insécurité dans le 6e arrondissement sera résolue désormais. Des lampes Cobra ont été installées aujourd'hui dans le Fokuntan d'Antaneti Atsim. Le député IRD élu dans cette circonscription était présent lors de l'installation. Rose Christelle raconte Malal sur les images de Yves Janel. Le village d'Antaneti Atsim, en Bouimanarn, est réputé pour l'insécurité. Des attaques sont signalées presque quotidiennement, surtout pendant la saison hivernale. Le président Anjradouel a lancé un défi, apporter la lumière dans tout Madagascar, ce qui inclut l'éclairage des rues. Des lampes Cobra y ont été installées dans ce village. Selon le chef de village, il surveillera désormais les infrastructures. Le député IRD élu dans le 6e arrondissement est venu sur place pour surveiller l'installation. Selon lui, ce projet est financé grâce au SIAD 2023. Les 31 villages du 6e arrondissement bénéficieront tous de lampes Cobra, toujours d'après les explications. Ensuite, les actions sociales effectuées par la députée élue dans le 3e arrondissement, Ainara Fenouanantsou, dit Anya, se poursuivent à travers son association Nirain. Comme à chaque année, elle a offert des aides aux personnes âgées issues de sa circonscription, tout en leur demandant la bénédiction pour cette nouvelle année, aujourd'hui au gymnase Ankwei. C'est dans ce cadre qu'elle a annoncé vouloir poursuivre les travaux de développement déjà initiés dans le 3e arrondissement de la capitale. Des personnes âgées en situation de vulnérabilité, des personnes âgées sans famille, ce sont pour la plupart ceux qui sont venus ici au gymnase Ankwei Nkourjan. Ils sont plus de 350 à bénéficier des aides venant de la députée élue dans le 3e arrondissement, Ainara Fenouanantsou, dit Anya. C'est devenu une habitude pour cette élue tous les ans de subvenir aux besoins de ces personnes âgées, mais aussi de demander leur bénédiction à chaque nouvelle année avant d'entreprendre ces activités. Il est très important pour moi d'avoir leur bénédiction chaque année, souligne-t-elle. Elle leur a offert des aides comme des PPN. Dans la foulée, elle affirme que ces travaux de développement, mais aussi des actions sociales, se poursuivent dans le 3e arrondissement à travers son association. De plus, elle se dit toujours prête à poursuivre ses travaux de développement pour le prochain mandat. Une façon de dire qu'elle se présentera aux élections législatives qui se dérouleront cette année. Concernant les dates proposées par la CENI, Anya affirme qu'elle fait confiance aux entités étatiques en charge des élections et accepte toute proposition de date établie par l'État. Place maintenant aux actualités internationales. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont quitté l'organisation de la CEDEAO. Les 3 pays regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel prévoient de créer leur monnaie commune et sortir du franc CFA. Reportage sur les images de France 24. 2 semaines après leur retrait de la CEDEAO, le Niger, le Mali et le Burkina Faso pourraient maintenant sortir du franc CFA. C'est ce qu'a indiqué lundi le chef de la junte nigérienne en évoquant la création d'une monnaie commune entre les 3 pays. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation. Les États de l'Alliance du Sahel ont des experts et au moment opportun, comme je l'ai dit, Inch'Allah, nous déciderons. Souvent décrié comme l'une des dernières reliques de la colonisation, le franc CFA est un symbole à abattre pour l'Alliance des États du Sahel. La coalition créée en septembre par le Mali, le Niger et le Burkina Faso veut renforcer la coopération sécuritaire et économique entre les 3 pays et avait déjà évoqué la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement. Mais si peu de précisions existent pour l'instant sur la mise en place d'une monnaie commune, l'annonce démontre la volonté des autorités nigériennes de s'affranchir de l'ancienne puissance coloniale. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. Monnaie commune à 8 pays d'Afrique francophone indexés sur l'euro, le franc CFA semble voué à disparaître. En 2019, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron annonçaient qu'il serait bientôt remplacé par une nouvelle devise, l'éco.
Lundi 12 février, une bombe a explosé dans un camp de déplacés en RD Congo et a fait au moins 3 morts, des violences en Syrie qui exaspèrent jusqu'à la capitale Kinshasa. Les manifestants accusent l'Occident et les Nations Unies de passivité face à l'agression du pays par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. France 4. La tension est montée rapidement dans le centre-ville de Kinshasa. Des dizaines de manifestants, principalement des mototaxis, ont brûlé dès le matin des pneus devant l'ambassade des États-Unis et devant le siège de la MONUSCO. Des drapeaux belges et européens ont aussi été arrachés devant un hôtel par des manifestants. Alors tous ont laissé éclater leur colère. Ils expliquent vouloir dénoncer ce qu'ils qualifient de soutien de l'Occident aux rebelles du M23, appuyés eux par le Rwanda. Les Français et les Américains, nous ne voyons pas votre utilité. Vous devez quitter le Congo comme vous soutenez le Rwanda. À cause de la guerre dans l'Est, nos mamans meurent, nos frères meurent. Et vous restez calmes, on en a marre. Vous allez quitter ce pays. Nous sommes venus mettre les États-Unis en garde. Aussi longtemps qu'ils ne prennent pas une décision favorable à la République démocratique du Congo, nous les Congolais, nous allons nous prendre en charge pour fouler les États-Unis dehors. Ce week-end, déjà 2 véhicules des Nations Unies ont été brûlés à Kinshasa. Les ambassades de France et de Grande-Bretagne, elles aussi, avaient été ciblées. Alors le gouvernement, qui avait convoqué une réunion urgente de sécurité, a condamné ces actes de violence. Il a annoncé avoir renforcé les mesures de sécurité devant les ambassades et les installations de la MONUSCO. Alors ces violences éclatent alors que dans l'est du pays, les combats se sont intensifiés, notamment autour de la cité de Saké, située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Nous sommes bloqués dans des abris coincés sous les détonations d'armes lourdes, nous a confié un habitant de Saké, inquiet de l'intensité des combats. En Islande, l'éruption d'un volcan dans ce pays, dans la localité de Grindavik, est officiellement terminée. Pourtant, les habitants subissent encore les conséquences. Au-delà des habitations détruites, le réseau d'eau de chauffage a été touché. Dans le pays, l'eau chaude issue de la géothermie alimente 90% des résidences en chauffage. Et à cette période, les températures dans cette région du monde oscillent entre moins 3 degrés le jour et moins 7 degrés la nuit. France 24. L'éruption volcanique en Islande a à peine terminée. Les tractopelles sont déjà en action. Objectif, réparer au plus vite les canalisations détruites par la lave et qui privent d'eau chaude 28 000 foyers de la péninsule de Reykjanes. Nous étions en train de construire une nouvelle conduite d'eau chaude de 600 mètres de long à travers la lave. Nous avons terminé cela hier et nous avons recommencé à fournir de l'eau chaude aux communautés. En Islande, l'eau chaude issue de la géothermie alimente 90% des habitants en chauffage. Alors que les températures extérieures atteignent moins 7 degrés la nuit, beaucoup d'Islandais se sont rués pour acheter des chauffages d'appoint. Et résultat, plusieurs coupures d'électricité ont été recensées à cause d'une surtension sur le réseau. Pour la Première ministre, l'Islande doit repenser tout son système de chauffage. Nous devons penser à l'avenir. Nous utilisons cette zone pour le chauffage géothermique et la production d'électricité depuis des années. Avec toutes ces éruptions, nous devons vraiment planifier comment nous envisageons les années et les décennies à venir. Il s'agit de la 3e éruption volcanique en Islande depuis le 18 décembre dernier. Selon l'Institut météorologique islandais, la lave pourrait à nouveau jaillir dans la région dans les prochains jours. Chers téléspectateurs, et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.